le disais, donc à la Fabrique des mobilités, ça fait 6 mois qu'on explore gentiment ce sujet. On sentait des choses depuis un petit moment. On a décidé d'aller dessus dans le cadre notamment de notre partenariat avec l'ADEME, qui est partenaire financeur. Et on a commencé à explorer. Ça a commencé notamment grâce à cet ouvrage que Isabelle et Baro Sarfati, qui est parmi nous, qui a écrit sur les trottoirs, qui est sorti l'année dernière. Et puis on a commencé à, à gratter un petit peu ce qui pouvait se passer. On a discuté notamment à un certain nombre d'acteurs, dont les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Ce qu'on a senti aussi, c'est que en dehors d'acteurs comme de parties prenantes qui vont être ici, on a aussi des acteurs publics, notamment au niveau étatique, qui ont commencé à prendre à faire apparaître en fait ces thématiques de plus en plus souvent. J'ai perdu mes slides, excusez-moi. Je ne sais pas où elle est passée. J'ai perdu ma slide, tant pis. Donc, à être de plus en plus actif sur ce sujet-là. Donc, ça passe par des mentions qui apparaissent dans un certain nombre de documents ou sur des outils tels que le PAN, sur la base nationale des lieux de stationnement, mais aussi dans le cadre de la feuille de route sur le numérique et les données pour la planification écologique qui a été sortie par le secrétaire général à la planification écologique. Et donc, on s'est aperçu que cette question des trottoirs, enfin, en tout cas, dans le cadre de l'espace public, était en train de remonter comme un enjeu qui pouvait avoir à comment on pouvait mieux utiliser cet espace. Il y a plein d'usages aujourd'hui, mais ils ne sont pas forcément recensés, ils ne sont pas forcément bien connus, même par les personnes qui sont en charge de la gouvernance de ces espaces, telles que les collectivités. Et on sentait, quand on a pu parler avec certaines collectivités, notamment, on les sentait un peu perdus sur comment on pouvait bien utiliser ces espaces. Et il y a donc un enjeu de réappropriation. Et pour réaliser cette réappropriation, euh, il faut commencer potentiellement par des questions d'inventaire, notamment. Puis après, on verra ce qu'on pourra en faire et pour pouvoir mieux les utiliser. Donc, dans tout ça, on a pu discuter notamment avec Julien ou Johanna, qui ont pu explorer ou activement travailler sur des sujets en Amérique du Nord, sur qu'est-ce qui a pu être fait déjà là-bas, parce qu'ils sont intéressés de manière assez pragmatique à l'usage de manière des fois économique, mais aussi des fois du point de vue de l'utilisation. Et comment on pouvait envisager ça. Donc, c'est un peu notre positionnement sur ce webinaire, c'est euh, est-ce qu'on a un vrai besoin de mettre du numérique d'utiliser du numérique pour gérer cet espace et qu'est-ce qu'on peut faire des retours d'expérience qui a pu se passer en Amérique du Nord, donc plutôt donc, au Canada et sur la côte est américaine, côte ouest, pardon, américaine, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en France et qu'est-ce qui a pu déjà être initié. Pour ça, donc, je vais donner la parole à Isabelle Barros-Serfati, donc qui est, comme je le disais, elle a rédigé, publié un livre, donc je crois que c'était au milieu de l'année dernière à peu près, sur les trottoirs qui s'appelle, alors de mémoire, c'est Trottoir, une approche historique, économique et flâneuse, et qui est donc fondatrice du cabinet Ibicity et professeure d'économie, il me semble, à Sciences Po. Donc, Isabelle, je te donne la parole. Mhm. Bonjour à tous. Merci la Fabrique des mobilités pour cette invitation. Précision, je suis enseignante à Sciences Po. Le terme de Ah professeur ouais, est arrivé à un oui. statut supérieur. Mhm. Voilà, donc effectivement, peut-être quelques mots, puisque c'était la question que vous m'aviez posée, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre, alors qui s'appelle effectivement donc Trottoir, point d'exclamation, Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse, qui est sorti en mai dernier aux éditions Apogée. Donc ce livre, en fait, il est je dirais, le débouché d'une série de réflexions que j'ai commencé en 2018
à l'issue de la lecture du livre d'Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, sur les chiffonniers de Paris. C'est un livre en fait sur donc la figure du chiffonnier qui, selon lui, figure et la métaphore du poète qui transforme la boue en or. Et en fait, c'est en lisant ce livre que j'ai appris, moi je ne le savais pas, que les trottoirs, certes, existaient à Pompéi, mais ensuite disparaissent des villes européennes et vont revenir véritablement en France au milieu du 19e siècle, en même temps que la création des grands réseaux d'infrastructures. Voilà, merci Stéphane pour la présentation de ce livre. Et donc, voilà, donc, premier étonnement, quelque chose que je découvre, les trottoirs, la généralisation des trottoirs en France au milieu du 19e siècle coïncide en fait avec la création des grands réseaux d'infrastructures que sont notamment les réseaux d'eau, de gaz, d'assainissement. Et puis, j'avais aussi en tête que on était donc en 2018, Google avait créé sa filiale Sidewalk Labs dédiée aux affaires urbaines. Elle développait à l'époque un projet urbain très controversé à Toronto et le nom de cette filiale, c'est les laboratoires du trottoir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant finalement, le trottoir, il symbolisait la ville des infrastructures et il est peut-être en train de symboliser la ville des plateformes en tant que les plateformes deviennent, qu'on le veuille ou non, des fournisseurs de services aux habitants des villes, notamment en matière de mobilité, mais pas que. Et puis donc moi, le cours que je fais à Sciences Po, c'est un cours sur la coproduction publique-privée de la ville. Et de ce point de vue-là, le trottoir est un objet qui me paraît vraiment intéressant parce qu'en fait, il est précisément un entre-deux, et notamment un entre-deux public et privé, à la fois en termes de statut, mais aussi en termes de démarcation entre l'espace public et les domiciles. Et je me suis dit, ah ben voilà, en fait, c'est cet objet urbain que je cherchais depuis des années pour pouvoir incarner les transformations de la ville que j'observais. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches en fait sur le mot trottoir. Alors on pourra reparler, en fait, c'est un grand sujet, hein, le mot trottoir. C'est un mot qui figure dans, on le voit dans le livre, hein, dans les imagiers des tout petits. Mais qui disparaît, par exemple, des dictionnaires sur la ville. C'est-à-dire, plus on se spécialise en France sur les questions urbaines, et moins on parle de trottoir. Pourquoi? Parce qu'on va parler plutôt d'espace public. Aux États-Unis et au Canada, en faisant des recherches, ce qui apparaissait, c'était le mot curb. Donc, le mot curb, c'est effectivement, on pourra y revenir, et je pense que Julia en reparlera, c'est, on va dire, à la fois, pour faire simple, une partie du trottoir et la borne de stationnement. Et d'ailleurs, mon livre s'appelle Trottoir, mais de manière plus exacte, il devrait s'appeler Trottoir et borne de stationnement, c'est-à-dire finalement toute la partie de la rue de façade à façade qui n'est pas consacrée à la mobilité. Et là, dans ces travaux sur le curb management, qui vraiment se multipliaient, hein, en 2018, 2019, 2020, il y avait énormément de travaux aux États-Unis et au Canada qui ne percolaient pas en France. Et il y avait deux messages clés. Le premier message clé, c'était pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. En fait, le trottoir permet d'observer les transformations qui se jouent en milieu urbain. Il en est le réceptacle. Et puis, deuxième message clé, c'est le trottoir. Alors, pas partout, mais le trottoir et la borne de stationnement dans un certain nombre de situations urbaines. Il est rare. Il est rare parce qu'il est en quantité limitée et parce qu'on assiste à une multiplication des occupants, des occupations du trottoir. Alors, le curb management, il est très axé sur la mobilité et donc les multiplications des occupants liées à la transition numérique étaient principalement liées à des questions de mobilité. C'était le fait qu'on avait de plus en plus de micromobilité avec, par exemple, des trottinettes qui allaient soit se garer sur le trottoir, soit circuler, même si depuis c'est interdit, soit se garer sur la borne de stationnement. C'est le développement des vélos à free floating, c'est le développement de tout ce qui est les VTC, les Uber qui vont stationner momentanément le long du trottoir. Et puis, c'est évidemment tout le développement de la logistique urbaine avec les camionnettes Amazon, les livreurs Amazon à vélo, les Deliveroo qui vont, à un moment donné, utiliser peut-être de manière instantanée le curb kiss, le trottoir et sa bordure, et pour qui ça constitue une ressource clé. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les enjeux, je dirais, que pointe le curb management. Moi, mon approche, alors ici, on est à la fabrique des mobilités, mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est certes d'aborder le trottoir et la borne de stationnement en tant que, justement, il est une ressource clé pour les opérateurs de mobilité au sens large, hein, mobilité des personnes et des objets, mais aussi et surtout peut-être en tant qu'il représente une part fixe. En fait, ce qui me paraît intéressant dans cet objet, alors qui par ailleurs, ce que j'adore, c'est qu'on ne le regarde même pas tellement on y est habitué, et pourtant il est essentiel, mais ce qui me paraît intéressant, c'est de pouvoir s'intéresser à la partie de la rue qui justement n'est pas liée à la mobilité.
à tout ce qui sont les fonctions statiques du trottoir et de la bande de stationnement. Et de ce point de vue-là, donc dans mon livre, en fait, j'essaye de faire un inventaire de ces occupants. Alors, il y a évidemment, tu l'as cité, Julie, le piéton. Ceux qui s'intéressent au trottoir, en fait, ils ont tendance à dire le trottoir, c'est l'espace du piéton. Mais qu'on le veuille ou non, il se trouve qu'il y a plein d'autres occupants que le piéton sur le trottoir. Il y a d'abord, historiquement, hein, c'était déjà le cas à Pompéi, les commerçants, les restaurateurs, on va le revoir là avec les terrasses qui utilisent le trottoir ou la bande de stationnement. Mais il y a plein d'autres occupants, tous les occupants qui sont liés cette fois-ci à la transition écologique, autour par exemple de l'économie circulaire avec les bornes de recharge, toutes les nouvelles bandes de nouveaux déchets qu'il faut trier, comme les biodéchets qu'on ne peut pas mettre dans son domicile et qu'on vient mettre dans l'espace public. On avait vu, c'était l'expression de Mathieu Chassinier de l'ADEME pendant le Covid, mais ça reste encore le cas, sans doute sous l'effet du numérique dans certains cas, que le trottoir est souvent la salle d'attente des commerces. Et puis, on a de plus en plus, et ça c'est à mon avis un changement aussi majeur, c'est évidemment la question de la transition écologique. Alors, je vais parler de l'économie circulaire, mais il y a la question du rafraîchissement des villes et là, et de l'adaptation des villes. Et là, il y a plein de nouveaux enjeux autour du trottoir, avec là encore de nouveaux occupants, des fontaines rafraîchissantes, des arbres qui ont toujours été là, mais qui doivent arriver, avec un petit problème, c'est que la racine de l'arbre est souvent l'ennemi du réseau. Donc, voilà. Et donc, dans mon livre, en fait, j'ai essayé d'aborder les batailles du trottoir. Alors, on est dans un monde suffisamment conflictuel pour qu'il ne faille pas rajouter de bataille, mais au sens où ce qui me paraît important, c'est que, le trottoir est une ressource rare, et donc il va y avoir des batailles pour l'occupation de cet espace. S'il y a une fontaine rafraîchissante, peut-être qu'on ne pourra pas mettre un banc. Si on met un banc, peut-être qu'on ne pourra pas mettre un parking pour garer les vélos. Donc ça, c'est des occupants qui sont en concurrence pour une même ressource rare. Et puis, il y a d'autres batailles, entre guillemets, hein, qui sont liées au fait, par exemple, que lorsqu'on installe une terrasse éphémère, hein, peut-être que ça va générer du bruit pour les riverains. Et puis, il y a des objets dont on se dit, est-ce qu'on en veut ou pas sur le trottoir? Je cite souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est marrant. Le trottoir, c'est d'abord l'espace des enfants aussi. Et en 1882, il y avait un architecte belge qui dénonçait l'occupation des trottoirs par des voitures qui faisaient leur apparition, qui étaient poussées par des mères ou des bonnes qui renfermaient les enfants. Et en fait, c'était les poussettes qui venaient de faire leur apparition. Et à l'époque, c'était considéré comme nocif pour les villes. Voilà, donc en quelques mots, c'était ça, je dirais, l'objet du trottoir. Alors, mon livre, hein, quand même, pour faire la publicité, mon livre est absolument à lire, évidemment. J'ai essayé, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans le trottoir. Je disais, il est public-privé, mais ça, on quitte un peu le sujet d'aujourd'hui, mais euh, voilà, les écrivains finalement s'emparent du trottoir et c'est vraiment un lieu, je pense aussi, de concret d'expérience sensible. Et donc j'ai mis aussi pas mal d'extraits d'écrivains. Mais peut-être pour finir, voilà, je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans un changement de paradigme. Il y a évidemment les questions de transition numérique, écologique ou de turbulente, comme dirait Sylvain Grisot, mais il y a fondamentalement, je pense, un changement de paradigme qui est le fait qu'on passe d'une ville pensée pour la voiture dans les années 60 à une ville pensée pour autre chose. Alors ça va varier selon les collectivités. Ça peut être pas de voiture du tout ou moins de voitures. Mais la question, c'est quoi cette ville finalement habitée, cette ville en bas de chez soi, cette ville dont le trottoir est encore une fois le prolongement de chez soi. Et le trottoir et la bande de stationnement, c'est le lieu où ça va se jouer. Et quand je disais bataille, la question des batailles, c'est surtout pour dire c'est un objet qui doit être, considéré. C'est-à-dire, avant même de faire l'inventaire, il faut prendre conscience qu'il faut le regarder. Donc, c'est regarder le trottoir. Hein, c'est Georges Perec qui cite Michel Strogoff de Jules Verne, c'est regarde, tous tes yeux regardent. Et donc, vraiment regarder le trottoir. Et puis ensuite, le trottoir est un objet politique parce qu'il y a des choix à faire. Et ces choix, eh ben, c'est des choix politiques au sens noble du terme, et il faut repolitiser le trottoir. Voilà. Julie, je pense que ton micro est mute. Je disais oui, donc je note le repoliser le trottoir. Effectivement, le trottoir, on le voit comme un objet de mobilité, mais c'est clairement pas que ça. Il y a des usages de mobilité qui sont en conflit, mais il est en conflit avec plein d'autres usages qui sont pas liés directement à la mobilité. Et tout ça, et pour pouvoir faire
bataille des trottoirs, comme tu l'appelles, pour répondre à des enjeux que sont l'adaptation des villes, hein, il y a besoin de comprendre un peu cet objet, de mieux le définir. Et c'est là que ça commence à s'intéresser au numérique comme outil pour aller vers une meilleure compréhension, une meilleure description de cet objet et une meilleure utilisation, peut-être à terme, de l'objet. C'est pour ça que je vais donner la parole à Julien, qui va nous parler de ce qu'il, lui, il a pu voir comme sur ses travaux en Amérique du Nord, sur ce qu'ont pu faire notamment les villes américaines pour mieux utiliser les trottoirs. Je te laisse la parole, Julien. Ouais, alors moi je suis un mec beaucoup plus à l'ancienne, du coup j'avais quand même une petite phrase, un petit support, mais j'aime bien avoir des Mm. visuels pour parler de certains éléments. Moi, ce qui est rigolo, c'est qu'avec avec Isabelle, quand on se croise pour parler du curb, on est sur une bordure de trottoir aussi. La dernière fois c'était sur une piste cyclable à Paris, donc c'est assez rigolo. Et je lui avais demandé d'écrire la préface de l'étude que j'avais réalisée là-dessus. Donc ravi de cette invitation. Alors moi, juste sur quelques slides, je voudrais expliquer un peu ce que j'ai vu et comment je l'ai vu et pourquoi. C'est ce que tu m'as demandé, Julie. Moi, je suis assez d'accord avec. Enfin, j'écoutais avec attention ce que disait Isabelle et effectivement sur la logique de bataille. Moi, j'avais essayé d'écrire ça en disant chacun veut sa part du gâteau, en reprenant un article qui avait été écrit dans le New York Times à un moment et c'était vraiment ça. Donc l'idée. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet du trottoir? Alors moi, avec une approche qui était assez complémentaire à celle d'Isabelle finalement, parce que je suis assez déformé, un, par un côté techno, et de l'autre côté, moi, par la mobilité. Donc c'est assez évident que quand Isabelle s'intéressait vraiment au trottoir, effectivement, avec une approche économique, avec une approche aussi de qu'est-ce que peut faire le piéton et quels sont tous les usages, moi j'étais très focus sur la mobilité et avec une approche technologique. Qu'est-ce qui m'intéressait? Il y a des points communs avec ce que disait Isabelle. Je voyais qu'il se passait pas mal de choses côté nord-américain que j'arrivais pas forcément à comprendre en fait. Je me demandais à quoi ça servait, pourquoi tout ça était en cours de réflexion et pourquoi c'était euh, très dynamique là-dessus, notamment pré-Covid. Et je pense qu'il y a quand même un sujet lié au Covid là-dessus que je voulais intégrer quand même dans la réflexion. Donc moi, je m'intéressais, effectivement, j'avais regardé ce que faisait Sidewalks, je comprenais que Google s'y intéressait, mais je voyais pas trop, c'était assez flou notamment sur l'aspect technologique, que la question des caméras commençait à être plus mature, qu'il y avait aussi des sujets sur les capteurs, mais qui étaient très vieux, hein, qui dataient d'expérience à San Francisco. Donc, en gros, j'avais une vision du trottoir et du coup du curb, et c'est ce qu'expliquait Isabelle, qui était très nord-américaine, et j'ai essayé de comprendre ça et de me dire, mais comment nous, Européens, on arrive à retransmettre ça et le retranscrire chez nous. Deuxième élément, il y a le Covid qui est arrivé, et là aussi, côté nord-américain, de par leur vision du curb et du curbside management, on va l'expliquer juste après, il s'est passé des choses, ils ont mis en place des choses très très rapidement, et je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant de se dire que parce qu'ils avaient eu cette vision, et notamment des villes comme Seattle, je vais en parler aussi après, ils ont réussi à déclencher et à déployer des trucs hyper vite pour répondre justement aux enjeux du Covid, au fait d'aller chercher de la nourriture ou à la livraison ou au fait qu'on n'avait pas le droit de se déplacer à certains endroits. Donc c'est là où je m'y suis intéressé encore plus et je me suis dit, bon ok, en fait, il va falloir vraiment aller regarder ça de près. Et j'ai décidé de me rendre à Seattle, qui est un peu la ville historique sur ces sujets-là. Évidemment, par rapport au sujet français, pour le dire très vite, moi je trouvais que sur le stationnement, on n'avançait pas beaucoup en France, on était encore figé sur des logiques très statiques. Les LFE arrivaient, le véhicule autonome commençait à être un petit peu réglementaire en Californie et autres, donc je suis pas mal ce que fait Xavier Tacoun là-dessus. Et il y a des sujets de logistique urbaine qui arrivaient, qui étaient d'autant plus accélérés par la pandémie. Plus un sujet aussi qui est important et qui est lié, c'est la question des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc en gros, moi j'avais ce prisme que de la mobilité avec une vision nord-américaine, et donc je me suis dit, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? En gros, ben, j'ai pris un billet, je suis parti à Seattle et j'ai essayé de rencontrer un maximum de profils qui me permettraient de comprendre ça. Que ce soit Kevin Webb qui avait bossé sur Curb qui a créé Curb, les gens de Populous qui bossent beaucoup sur le sujet, les gens de SF Park à San Francisco et beaucoup de gens à Seattle, notamment de la SDOT. Et l'idée, c'était de comprendre ce que c'était. Et ce que je suis parti comprendre du coup aux États-Unis, c'est le curbside management. Ce qui est du coup, encore une fois, très complémentaire et différent de l'approche d'Isabelle. Le curbside management, pour moi, c'était l'idée de se dire, OK, il y a une bordure de trottoir. Et je crois qu'Isabelle l'a aussi expliqué. Ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est de regarder à partir de cette bordure de trottoir. Moi, finalement, ce qui était d'un côté, qui était toute la partie entre la façade et cette bordure, donc le piéton, m'intéressait
pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à partir du moment où on était sur cette bordure, tout ce qui se passait de l'autre côté. Et là, déjà, j'ai commencé à comprendre que c'était pas si facile que ça à définir. Donc, effectivement, il y a un sujet de vocable et de définition qui est pas évident et qui est peut-être différent entre les États-Unis et la France, ou l'Europe en tout cas. Mais là, en fait, j'ai commencé à comprendre que bah, des fois, et là, le visuel de gauche le montre bien, entre la bordure de trottoir et le trottoir, ou entre le trottoir et la partie qui est euh, vraiment dédié à la mobilité, les configurations sont extrêmement différentes. Cet exemple, il est super intéressant. Il y a une bande piétonne, il y a une piste cyclable qui passe sur le trottoir. Derrière, il y a ce qu'on appelle une bande technique aux États-Unis, puis la bordure, puis la mobilité arrive derrière. Et finalement, c'était de se dire comment toutes ces configurations différentes, on arrive à les gérer. Et c'est vraiment ça le sujet du curbside management. Autre approche qui était super intéressante, c'est que Seattle, à force de se creuser le cerveau, eux, ils ont inventé la flex zone. Cette flex zone, c'est finalement une zone qui peut être disposée à des endroits très différents par rapport à la bordure, mais qui est, je sors du bus et je me rends sur le trottoir, qui est cet espace sanctuarisé, où logiquement, il n'y a pas une mobilité, en tout cas motorisée, et comment ça fonctionne. Donc, ils ont inventé cette logique de flex zone. Donc déjà, ce que j'ai essayé de comprendre en allant à Seattle, c'était qu'est-ce que le curbside, et ensuite, qu'est-ce que le curbside management? Comment est-ce qu'on manage, comment est-ce qu'on gère cet espace-là qui est très particulier, encore une fois, enfin, dans mon approche des choses qui était très orientée mobilité. Euh, et en fait, j'ai découvert plein de trucs. C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre là en quelques schémas, mais l'idée, c'est juste c'est pour montrer que tout ce que ça représente, c'est qu'il y a une dynamique assez profonde. En fait, Isabelle l'a dit un peu en introduction, mais il y a vraiment une logique de comment le curbside est utilisé par rapport à est-ce que c'est vraiment de la mobilité? Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de sédentarité? Qu'est-ce qu'on a entre les deux avec des dynamiques de temporalité qui sont très différentes? Quelqu'un qui va venir livrer ou quelqu'un qui va venir faire des travaux ou un bus qui va déposer quelqu'un, ce n'est pas du tout le même rapport temporel au curbside. Et moi, j'ai essayé d'étudier tout ça et de regarder qu'est-ce que ça représentait en termes d'enjeux, quels étaient les acteurs concernés et quelles étaient les solutions de mobilité qui étaient liées à tout ça. Donc ça, je passe, mais moi, c'est ça que j'en ai retiré. Donc Julie me demandait qu'est-ce que tu en as retiré. Déjà, ce truc-là, se dire, curbside management aux États-Unis, ça peut traiter des fonctions qui sont très différentes. Ce que j'ai découvert aussi là-bas, et évidemment avec une entrée numérique, mais pas que, c'est qu'en fait, ils utilisaient le curbside management qu'on pourrait définir comme une dynamique, un ensemble de méthodes. Hein, c'est pas juste l'utilisation du numérique. Ça, je vais en parler juste après. Ça peut très bien servir pour inventorier. Donc, le premier taf qu'a fait Seattle, c'est d'inventorier sans curbside. Alors, pas sur tout Seattle, hein, mais sur vraiment les zones qui sont contraintes, où il y a des vraies contraintes, et c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, où l'espace est rare. Donc, le downtown, toute la partie du CBD, vraiment les zones où il y a des conflits potentiels. Donc, eux, ils ont inventorié tout ça. Ça permet de comprendre, de mesurer ce qui se passe. Ils l'utilisent aussi, et pas que eux, hein, mais il y a d'autres exemples aux États-Unis et d'ailleurs en Europe maintenant pour planifier comment est-ce qu'on alloue un espace à telle ou telle fonction. Et ça, c'est vachement intéressant parce que une fois qu'on a bien inventorié les choses, on est capable d'allouer, de modéliser, de prioriser, etc. et de faire des choix politiques. Je pense que Montréal en parlera tout à l'heure, mais ça peut servir aussi pour concerter. Et ça, c'est vachement intéressant. Je l'ai vu sur des cas très concrets à Seattle. Comment est-ce que quand on connaît bien son territoire, qu'on l'a bien inventorié, qu'on est assez à l'aise sur ce qu'on va en faire, on arrive à concerter avec cette dynamique-là. Et après, moi, je pensais que c'était vraiment ça le sujet américain de monétiser, mais pas du tout. Il y a très peu de gens qui monétisent aujourd'hui grâce au curbside. Peut-être que ça arrivera, mais à minima, c'est gérer, optimiser l'usage du curbside, l'adapter, potentiellement faire de la régulation. Mais la réalité, c'est que gagner de l'argent, c'est pas tant que ça un sujet. Alors que quand je suis parti aux États-Unis, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était ça qu'on voulait faire. Donc en fait, et là, vous voyez, il y a les données. J'ai intégré différentes données en entrée pour pouvoir faire les choses, mais ce n'est pas qu'un sujet numérique, c'est vraiment une dynamique globale et ça permet de faire plein de choses. Donc moi, j'ai été étonné de voir que c'était pas juste faire un inventaire numérique et gagner de l'argent avec tout ça. Euh, il y a juste quelques thématiques chaudes dont je voulais vous parler. Pour moi, ce que j'en ai ressorti, donc ce que me posait comme question Julie, c'est qu'est-ce que tu en as conclu? Il y a une première thématique qui est très costaud, qui est la livraison. Et là, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'en discutais encore hier ou la semaine dernière avec les gens d'Urban Radar. Les premiers sujets qui sont en train d'émerger en Europe, c'est bien sur le sujet de la livraison. Le curbside management, quand il est bien utilisé et que les outils sont pertinents, sur la logique de la livraison ou de la logistique urbaine de manière plus large, ça fonctionne super bien. Et là, je vous encourage, je l'ai mis sur la slide, mais vraiment d'aller fouiller. J'ai mis quelques vidéos en ligne de ce que fait le Urban Freight Lab à Seattle. C'est hyper intéressant parce que l'idée, c'est d'avoir des gens du privé, des gros opérateurs de livraison, la municipalité, le SDOT, et ils travaillent vraiment sur comment est-ce qu'on fait pour justement gérer des potentiels conflits ou en tout cas des espaces contraints dans le temps et dans l'espace.
Il y a 3 projets sur lesquels ils ont bossé, donc c'est l'Université de Washington qui est derrière ça, qui sont super intéressants sur l'utilisation d'outils open source pour calculer les impacts du curbside management. Deuxièmement, sur les 50 derniers mètres, où en fait ils expliquent comment la livraison, c'est pas tant, il te faut une appli pour savoir où te garer, mais c'est comment est-ce que tu vas gérer la livraison une fois que tu es à l'intérieur d'un building, et c'est là où on perd du temps. Donc hyper intéressant. Et un troisième sujet sur lequel ils ont bossé qui est absolument passionnant sur comment est-ce qu'on arrive à optimiser la recherche d'une place pour un véhicule de livraison avec différents outils et différentes approches très orientées vers les conducteurs. Donc ça, vraiment, je vous encourage à les regarder, mais le sujet livraison est vraiment très chaud et ça marche en Amérique du Nord, ça marche en Europe. Il y a quelques exemples super intéressants. Regardez Auckland, Seattle, Boston et Pittsburgh qui ont vachement bossé là-dessus. Je vous enverrai des trucs si vous voulez aussi. Il y a une deuxième thématique qui est super chaude, j'avance très vite, c'est les VTC. Bon, évidemment, c'est américain, donc ils se trimballent beaucoup en VTC. Et en fait, là aussi, moi, je me disais, bah, VTC, c'est pas un sujet très intéressant. Ils utilisent la dynamique du curbside management et les outils liés, et pas que le numérique, encore une fois, pour vraiment essayer d'optimiser cet usage-là. Et là aussi, j'ai appris des choses absolument passionnantes sur bah, si on veut réserver des places à un VTC, comment il faut le faire? Est-ce qu'on le met sur un corner? Est-ce qu'on limite à 2 places? Est-ce que vraiment un VTC va faire une marche arrière? À quelle distance de sa destination il va venir se mettre? Le fait que pour faire le pick-up ou le drop-off, c'est pas du tout la même logique temporelle, c'est pas du tout le même rapport à la rassurance. Et là, en fait, le curbside management permet d'étudier ça et d'avoir des approches qui sont super fines et super pertinentes pour les VTC. Donc ça, c'est aussi un sujet que je vous encourage à regarder ce qui a été produit là-dessus. C'est vraiment super, super passionnant. San Francisco a fait des choses très bien et c'est Uber qui avait diligenté une étude là-dessus. Donc je vous encourage à la lire, elle est publique. Boston a aussi lancé une étude directement avec le cabinet du maire qui s'appelle Pudo, donc Pick-up Drop-off, qui est super intéressante. Et Seattle a fait pas mal de trucs en utilisant le geofencing avec Uber et Lyft. Donc c'est vraiment très intéressant. Très rapidement, il y a des dynamiques qui arrivent. Alors évidemment, qui sont plus européennes qu'américaines, mais ils s'y mettent sur le fret, sur la logistique urbaine. Ils essayent de passer aussi à des véhicules moins polluants, parce qu'aujourd'hui, FedEx et UPS, c'est quand même des gros camions pas terribles et très peu électrifiés. Et là, c'est une dynamique qui est vraiment en cours. Ils avaient lancé des trucs avant le Covid, ça s'était un peu cassé la gueule, ils sont en train de revenir là-dessus. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Dernier sujet, après je lâche le micro. Évidemment, il y avait un sujet numérique, alors Julie l'a dit. Euh, oui, il y a du numérique dans la logique du curbside management à l'américaine, évidemment. Il y a un sujet de données, je ne rentrerai pas là-dedans pour en parler des heures. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Il y a des sujets de standard, et ça c'est évident. Le standard CDS aujourd'hui est le standard qui fait l'unanimité, qui est issu du Curb LR qui avait été créé au tout début des différentes analyses sur le curbside management. Je rentre pas dans le détail, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, ce standard, la manière dont il a été créé et dont il est managé par OMF, il est fait pour être très ouvert à plein de fonctionnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est peut-être utilisé à 5% de ce qu'il est capable de faire. Mais en gros, le standard existe, la gestion des données est possible. Donc en gros, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que si ça devient utile et que des opérateurs ont besoin de ça pour travailler demain, notamment sur des logiques dynamiques, il n'y a plus qu'à. Et c'est ça qui est juste intéressant et je ne rentre pas dans le détail. Dernière slide, les États-Unis y croient beaucoup. Ils ont mis là récemment 20 millions d'euros sur la table pour 20 millions de dollars pardon, sur la table pour engager des études dans les villes que vous voyez là sur le sujet du curbside management. Les 20 millions qu'ils ont mis sur la table, c'est juste pour engager les études et derrière, il y a 90 millions qui sont prêts à être délivrés si à l'époque qui sont lancés là pendant un an et demi fonctionne. Donc c'est la dernière slide. Juste en 2 mots, ce qui est très intéressant dans cette logique du curbside management aux États-Unis, c'est que c'est une vision certes à l'américaine, mais qui est intéressante parce qu'elle est intégrée, elle permet de traiter tout autant les sujets de stationnement, de nouvelle mobilité, de VTC, de livraison, etc., etc. Donc vraiment, tout ce qui peut se passer en termes d'usage de la bordure de trottoir. Il y a une utilisation du numérique qui est intéressante et qui aujourd'hui est mature, mais c'est pas que ça. L'idée, c'est qu'à partir du moment où cette dynamique est lancée, elle permet de creuser les différentes thématiques dont je viens de parler de manière extrêmement profonde. Et c'est notamment ce qu'a fait Seattle. C'est pour ça que je suis allé voir ce qui se passait là-bas. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez passionnant. Le vrai sujet, ça va être comment cette dynamique qui est très nord-américaine peut trouver un écho en Europe. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà, j'ai essayé de pas dépasser 12-13 minutes. C'est beaucoup de choses en peu de slides, mais j'espère que c'était clair, hein. Merci Julien. Oui, il y a plein de choses. J'ai mis quelques liens dans le chat. Je vous
conseille d'aller regarder ce qu'a pu écrire Julien notamment, et si vous voulez regarder son exploration. Avant de passer de l'autre côté de l'Atlantique et revenir en France, je vais redonner la parole à Johanna, qui fait partie de la Fabrique des Mobilités Québec, donc qui est notre fabrique cousine, et qui a travaillé dans l'équipe, qui a accompagné, donc, comme je le disais au début du webinaire, sur l'accompagnement de l'Agence de la mobilité durable de Montréal, qui a été la première ville à tester donc ce standard qui est Cœur Bel Air, qui est un standard qui est qui a inspiré donc le format CDS, qui est un format un standard un peu plus complet, mais qui est mais qui est comme tout standard un peu trop complet et un peu plus complet et un peu plus complexe aussi à traiter, parce que c'est un format spatial, et donc Corbair qui est un format plus linéaire, donc on va aller sur quelque chose de plus simple, mais qui a permis d'avoir des cas d'usage, comme l'a dit Julien, à la fois un peu d'inventaire et aussi de support à la concertation. Donc je te laisse, Johanna, un peu expliquer quelle était l'approche, comment vous avez utilisé Cœur Bel Air, et comment vous avez été amené à travailler avec donc l'Agence de la mobilité durable de Montréal. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Euh, oui, c'est ça. Donc, on m'a demandé de partager un peu ce cas d'usage d'accompagnement qu'on a fait pour l'Agence de mobilité durable. Puis là, tu reparlais des travaux qu'on a fait avec Cœur Bel Air. Donc, je vais revenir un peu en arrière sur cet accompagnement. Donc, effectivement, à Montréal, donc, en plus, je vois que ceux qui assistent au webinaire, il y a Larry Garib, qui est celui qui a créé la carte Cœur Bel Air à Montréal, qui est mon ancien collègue de la fabrique. S'il y a des questions plus techniques, il pourra supporter aussi ces questions. Euh, il y avait un enjeu de se positionner, de se demander ben, qu'est-ce qu'on a comme données à Montréal sur la bordure de rue, puis comment on peut les représenter. Et donc, les données qu'on avait disponibles à Montréal, c'était des données qu'on appelle les données Signalet, qui sont les données des droits de stationnement, qui sont des données ouvertes, publiées sur le site de la ville. Puis, donc, l'Arbi a pris ces données-là, puis a écrit un script pour les transformer au format curve, ce qui nous a permis d'avoir une carte qui permet de visualiser. C'était vraiment l'enjeu, c'était de visualiser ces espaces-là, et puis, comme lui, de pouvoir en faire un support de concertation. Notamment la question qui avait été choisie à Montréal pour travailler ça, c'était la question du partage équitable de cette bordure de rue. Vous avez beaucoup nommé toutes les tensions qui existent autour de ces usages, etc. Puis il y avait un enjeu de les caractériser parce que on n'a pas, il y a les questions de l'inventaire, donc on ne sait pas, on n'a pas l'inventaire de cet espace, on ne connaît pas bien les usages précis, les quantifier, les connaître plus en finesse. Donc, cet outil de visualisation, c'était un moyen d'ouvrir la discussion là-dessus auprès de l'ensemble de l'écosystème. Et ce travail-là a fait que l'Agence de mobilité durable de Montréal, qui est anciennement, en fait, c'est important quand même de le savoir, anciennement, c'est l'Agence de stationnement qui est devenue l'Agence de mobilité durable. Donc, c'est une entité qui est parapublique, qui avait comme mission première de s'occuper de la gestion du stationnement, principalement sur rue, à Montréal, un petit peu hors rue, et donc qui est devenue l'Agence de mobilité durable et qui est l'entité qui porte cet espace que nous on appelle bordure de rue, mais qui est appelé trottoir, curbside, etc. Et donc, leur question, c'était, ils avaient un double enjeu. Ils disaient, nous, on doit créer un portail de données sur la mobilité et on doit faire un inventaire de bordure de rue. Quel standard on choisit pour faire ça? Et donc, l'idée, ça a été de les accompagner. Le choix a été fait de comparer donc Cœur Bel Air parce qu'on avait l'expérience à Montréal de voir cette carte-là. Et le format CDS que Julien décrivait bien, qui était le format qui monte et qui est en Amérique du Nord, le format qui commence à être très présent dans beaucoup de villes et qui a été porté par beaucoup d'acteurs aussi et municipalités. Donc, dans ce travail d'accompagnement, il y avait cette question double de se dire, la donnée, elle va servir autant à l'interne pour mes besoins d'inventaire, autant qu'est-ce que je veux offrir sur mon portail de données pour l'écosystème comme format de données. Donc, pour ça, il y avait on les a accompagnés pour comprendre ces standards, comprendre les enjeux d'interopérabilité de normes de chacun, aller voir un peu les solutions qui existaient dans ces deux formats-là, puis les flexibilités, évolutions possibles
pour chacun de ces standards. Je ne vais pas venir en détail sur les standards, mais Julien l'a dit, CDS, ça ressemble beaucoup quand même à Curbellard. Ça s'est beaucoup inspiré de ce format-là pour, en tout cas, la définition de l'offre. Et la grosse différence, elle est dans les API qui permet d'offrir du temps réel, des analyses, un découpage des lieux. Parce que, par exemple, un problème avec Urban Air, qu'on a fait la carte à l'échelle de Montréal, sur les cas d'usage où on voulait la partager, c'est énorme à charger. Donc, il faut redécouper nos données pour afficher juste un petit espace de la carte pour qu'elle soit digeste et qu'elle s'affiche vite pour l'utilisateur. Donc ça, c'est des petites différences dans les fonctionnalités. L'autre grosse différence, c'est dans la communauté. La communauté Curbelaire, chez Astreet, le format n'évolue plus depuis 2020 à peu près, alors que CDS, comme j'ai dit, il est très porté. C'est une communauté corporative qui l'a monté, etc. Donc il est vivant. Et puis justement, sur ces questions-là, l'Agence de mobilité durable peut discuter avec OMF sur les spécificités de Montréal et puis voir si on peut faire évoluer le format aux spécificités et aux besoins de la ville. Donc ça, c'est pas négligeable dans la question de ces deux formats. Et donc, malgré ça, il y a la réalité d'offrir rapidement sur le portail un premier cas d'usage de visualisation et de se dire est-ce qu'on attend d'être capable, la carte Curb, on sait la faire à Montréal à l'heure actuelle. Par contre, CDS, on s'est dit qu'est-ce que ça nous prend pour la faire? Et puis, il y a des spécificités qui font que finalement, ce n'est pas si simple que ça, notamment le fait que Curbel Air, c'est des lignes, et puis CDS, il faut découper des zones. Et puis par rapport à la réglementation de stationnement de Montréal qui se fait de panneau à panneau, qui change régulièrement le trottoir, on ne peut pas redécouper si facilement ces zones-là. Donc ça demande des adaptations du format aux spécificités. Et donc, ça veut dire que dans nos recommandations, il y a la question, le temps réel, il n'existe pas encore à Montréal. On n'a pas de moyens de... Donc, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers un format qui offre toutes ces fonctionnalités, qui sont top et puis qui sont interopérables, et puis on a vu toutes les possibles dans le futur à faire avec, mais ça veut dire que maintenant, on ne peut pas l'offrir. Alors que donc, le test qu'on a fait, c'est de dire, la carte Curbel Air, qu'est-ce que ça prendrait plus tard de la convertir en CDS et donc, cette possibilité, elle est simple, on a estimé le travail acceptable. Et donc, ça va être des choix de se dire, même l'agence pourrait même porter le format Curbel Air au besoin. Ça ne prend pas grand-chose non plus de porter un format. Donc, ça questionne aussi d'aller voir auprès de la communauté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent encore Curbel Air? Est-ce qu'il y a un intérêt pour des premiers cas d'usage de garder cette valeur-là? Et tout ça pour dire que la question, vraiment, c'est par rapport aux enjeux de... Le choix du format reflète aussi beaucoup la volonté de cette structure de qu'est-ce que je veux offrir à mon utilisateur et qu'est-ce que je veux offrir à mes propres besoins. Parce que le premier utilisateur du portail de données qui va le faire, c'est eux-mêmes pour intégrer leur inventaire. Mais ce portail, on veut qu'il soit ouvert aussi aux opérateurs de bus, on veut qu'il soit ouvert aux citoyens qui veulent télécharger ces données-là, etc. Donc, on a beaucoup travaillé dans l'accompagnement du choix de ces données sur ça, de dire, est-ce que vous voulez ouvrir un premier cas d'usage vite? Est-ce que vous voulez que vos données puissent être consommées par votre écosystème? Et que ce positionnement-là, il est pas irréversible et que les choses peuvent évoluer là-dessus. Donc, très rapidement, c'était ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails des deux formats et des choix faits par l'agence, mais on pourra revenir s'il y a des questions, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais arrêter là pour. Et donc, nous, notre recommandation personnelle, ça a été de dire à l'agence d'aller avec Curbel Air, par exemple, pour le moment. Oui, de ce que j'avais, quand on avait échangé, dans mes souvenirs, il y avait cette idée aussi d'avoir quelque chose de praticable et simple dans un moment assez court. Donc effectivement, le format CDS, c'est un format très, très complet, très lourd aussi, avec énormément de données et donc avec un besoin de découpage qui était complexe à gérer. Le fait notamment si on veut faire de la visualisation, c'est là que ça devient plus compliqué. Donc, en termes de base de données, c'est effectivement très intéressant, le format CDS, mais en termes de praticabilité et de visualisation, ça offrait, en tout cas à l'époque, je ne sais pas, il faudra que je refasse un petit peu un tour là-dessus, mais c'était pas encore manageable de manière
facile. L'idée aussi, c'est d'avoir des choses qui sont utilisables, hein. C'est-à-dire que si on crée des choses trop complexes, en fait, les collectivités ne peuvent pas s'en emparer, notamment si on est une plus petite collectivité ou ça dépend des services qu'on a aussi et qui sont formés à utiliser aussi ce type d'objet. Donc, je ne sais pas si Larbi veut compléter, mais sinon, on peut passer la parole à Stéphane. Donc, on voit bien que euh, le, la problématique du trottoir, on s'y est quand même beaucoup intéressé, comme tu le disais, par l'angle du stationnement au début. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit d'usage qui était entre la chaussée, on va dire, avec la bande de stationnement, et le trottoir où se déplacent les piétons. C'était un peu la seule chose qui était un peu managée en fait dans les villes. Donc il y a eu en France en plus il y a eu une évolution les dernières années avec la dépénalisation du stationnement. Donc il y a une manière de gérer le stationnement qui a évolué ces 5 dernières années. Et on a commencé à voir qu'on pouvait gérer autrement que en mettant juste des pervenches, je sais plus le mot technique, qui font le tour des voitures une par une pour les, leur mettre des contraventions, mais on peut aller sur une, euh, un management, une gouvernance un peu plus précise. Et donc, on commence à remonter un peu la chaîne de valeur de ce curb qui, donc, qui va en fonction donc, de cette bande de stationnement, de ce bord de chaussée, voire jusqu'au bord de l'immeuble si on est du côté d'Isabelle, et qui a même parlé même de rez-de-chaussée dans mes souvenirs pour des usages qu'on retrouve, hein. C'est-à-dire que des fois, le trottoir s'avance un petit peu aussi sur les débuts des immeubles. Donc, l'idée, c'est vraiment de remonter un peu cette chaîne de valeur et de voir comment tous ces usages de la ville, en fait, de cet espace public, on peut mieux les, les agencer et pour éviter cette bataille, parce que on est là, en fait, comme on avait dit, il y a vraiment ces conflits d'usage. C'est-à-dire que comment on fait en sorte que en étant un peu plus en amont et en réfléchissant un peu mieux à la manière dont on distribue cet espace et qu'on l'accorde, on peut faire autre chose. Donc, Stéphane, toi, tu t'intéresses de manière générale aux questions d'innovation et aussi de la mobilité. Tu accompagnes par ailleurs donc cette start-up d'État qui n'est pas spécifiquement liée au curb, mais via cette thématique commence à s'y intéresser. Donc la start-up d'État Dialogue, elle s'intéresse plutôt aux questions des les arrêtés de circulation, pardon. Les arrêtés de circulation. Donc c'est lié à une problématique notamment de circulation des poids lourds, qui est, alors, si je ne me trompe pas, dans la loi climat et résilience, il me semble, donc, c'est une prérogative légale de mieux contrôler ces déplacements de véhicules lourds dans la ville pour des raisons de meilleur partage. Déjà, là, on est sur le partage plutôt de la voirie, mais de mieux contrôler en fait les entrées et les sorties de ces véhicules et de ne pas se retrouver avec de la congestion dans les villes parce qu'on a mal anticipé, notamment les problématiques de limitation de circulation. Et je crois que dans une seconde étape, il y a un intérêt sur le stationnement. Donc, je te laisse en parler. C'est toi qui le connais mieux. Et donc, toi, tu accompagnes, donc la startup d'État Dialogue. Je crois que alors, le terme que tu dis, c'est coach, mais je ne suis pas tout à fait sûre sur son développement. Elle est très active en ce moment. On peut voir, il produit énormément de contenu très intéressant sur justement comment on gouverne, enfin on manage un peu mieux la ville dans ses usages de tous les jours. Je te laisse prendre la parole. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Schulz, donc je suis consultant et là, je parle en tant que coach produit. C'est comme ça que ça s'appelle, de la startup d'État Dialogue. Je vous ai mis dans le chat ce que c'était que Dialogue, le site, et puis la page LinkedIn sur laquelle on essaye justement d'expliquer un peu quels sont les domaines sur lesquels on travaille. Alors, je souris un peu intérieurement parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui emmène les gens sur les sujets d'innovation assez loin, de prospective, regarder ce qui se passe ici ou là. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui vais avoir le rôle du gars qui dit non, non, mais attention, ça ne se passe pas comme ça. En France, c'est plus compliqué que ce que vous croyez.
Et je le dis d'autant plus avec l'affection pour la FABMOB Québec que je connais bien et j'ai travaillé aussi pour l'Agence de mobilité durable de Montréal. Donc Dialogue, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une start-up d'État. Donc c'est une start-up d'État, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est pour ça qu'il y a le mot bêta aussi, c'est-à-dire c'est la fabrication, la conception et le delivery d'une solution numérique d'intérêt général. Donc c'est une solution numérique, donc concrètement une suite de solutions face à l'utilisateur ou à l'arrière en fait de machine à machine. Donc là concrètement, on numérise la réglementation. Donc je vais vous parler de la réglementation, vous allez voir, mais partez pas, je vais essayer de rendre ça intéressant. On numérise la réglementation dans l'optique de la rendre accessible au sein même des services de la ville, parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas, évidemment pour les autres villes, et pour une série d'utilisateurs avec un certain nombre de médiateurs, dont ce qu'on a appelé les GPS. Moi, quand je suis arrivé sur ce projet, donc moi je suis coach produit, ça veut dire que j'accompagne un intrapreneur. En fait, il n'y a pas de CEO de la startup d'État, il y a un intrapreneur, donc qui est Mathieu Delval, Fernandez Delval sur ce projet. Donc c'est un intrapreneur du ministère des Transports. Et donc, il est détaché en fait par le ministère. Donc, c'est une forme d'investissement pour le ministère. Il est détaché pendant une période pour créer en fait cette start-up. Et petit à petit, donc, on recrute des gens. On est 7 là aujourd'hui. Ça commence à tourner sérieusement. Ça fait 2 ans. Et donc, on doit concevoir ce produit. Alors, d'abord, on doit faire une phase d'investigation, comme dans une bonne start-up. On doit vérifier qu'il y a une adéquation entre le produit et le marché. Le marché, là, étant en fait à la fois les collectivités qui doivent l'utiliser, puisque c'est une forme de plateforme, et les réutilisateurs, hein, pour ceux qui connaissent l'open data, les réutilisateurs, donc c'est toutes les organisations publiques ou privées qui vont avoir besoin d'accéder à ces données et puis d'utiliser des outils que nous, on va créer justement pour faciliter l'accès à ces données. Je vais faire une petite parenthèse sur la réglementation. Donc, on a parlé des camions là, c'est-à-dire le point d'entrée, effectivement, c'est souvent on crée des startups d'État pour résoudre des problèmes. Et là, le problème, en fait, c'est un problème assez large qui est que les gens ne connaissent pas la réglementation. En tout cas, ils n'y ont pas forcément accès. Ils sont censés la connaître, mais ils n'ont pas forcément accès. Et spécifiquement, en fait, sur le sujet des poids lourds, ben, on a tous à l'esprit, alors je vous mets de côté le bateau qui a tapé dans un pont, parce que c'est sans doute pas pour cette raison-là, mais on a tous à l'esprit le camion qui se retrouve là où il ne devrait pas être. Alors le camion, c'est très visible. Il se retrouve là où il ne devrait pas être pour des questions de tonnage, de hauteur, de largeur. Il se met sous un tunnel, il arrive sur un pont qui n'est pas conçu pour ça. Mais finalement, quand je suis arrivé moi sur ce dossier, j'ai tout de suite eu, non pas cette intuition, mais cette connaissance que pour régler ce petit sujet, pardon, en termes de nombre de cas, il fallait régler en fait le grand sujet. Et le grand sujet, c'est quoi? C'est que la réglementation, elle est à la fois extrêmement impérative, vous ne pouvez pas y couper, mais elle est très mal distribuée. Elle n'est pas conçue pour être distribuée. Donc, si on revient un petit peu en arrière, en fait, quasiment tout ce qu'il y a, je ne sais pas si vous êtes près d'une rue, mais si vous regardez dehors, chez vous, dans la rue, en fait, absolument tout ce que vous voyez, alors ça se schématise très bien, comme l'a montré Julien, mais en fait, tout ce que vous voyez, il y a un texte derrière. Il y a un texte, quelqu'un a écrit un texte, et ce texte, il est opposable. Ça, c'est vraiment important. Il y a un texte. Alors, il est opposable sous forme de panneau, peut-être. Il est opposable, évidemment, la police est chargée. Alors, les pervenches ou les polices municipales ou peu importe, les agents publics ou privés sont chargés de la faire respecter. Mais il faut savoir que les assurances aussi vont aller regarder. Si vous avez un accident, en fait, sur une voirie, même avec un véhicule stationné, l'assurance va aller demander quelle est la règle qui s'applique à cet endroit-là. Il y a votre déclaration, mais l'assurance va regarder. Donc c'est opposable. Donc ça, c'est un élément assez important, c'est-à-dire on est quand même sur un élément de l'action publique, on est sur un élément de la démocratie aussi, puisqu'on peut se défendre, on peut attaquer en justice. Il y a des gens dont c'est le boulot d'attaquer tous les arrêtés. Aux États-Unis, notamment, on a des gens qui attaquent des pistes cyclables, qui attaquent un certain nombre de décisions. Donc c'est pas trivial, c'est important. Ça veut dire qu'on a une espèce d'écart très important, presque une dissonance cognitive entre, d'une part, quelque chose qui est très mal connu. Finalement, on ne connaît pas la réglementation, surtout pas dans le détail, mais même c'est assez compliqué de connaître la réglementation. Il y a tout un sujet de médiation et son côté impératif. Et donc, on a un sujet là-dessus qui est de réparer ça, en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va créer justement cette capacité que la réglementation, elle soit mieux connue. Et pour être mieux connue, ben, on s'est dit que ce serait quand même bien si elle était sur ces engins-là.
et voir sur les engins des professionnels, puisqu'en fait, le sujet de connaître la réglementation, c'est un sujet quand on est devant le pont, il faut freiner pour être sûr qu'on ne passe pas en dessous. Mais c'est un sujet aussi en amont pour tous les professionnels dont vous avez parlé, notamment les professionnels du transport, alors dans le transport public évidemment de voyageurs, mais aussi la logistique et toutes ces entreprises qui ont besoin finalement de connaître le meilleur itinéraire ou au dernier moment en fonction de perturbations, ou très en amont, le plus en amont possible. Je pense notamment aux zones à faible émission, par exemple, et toute cette réglementation de plus en plus complexe et de plus en plus globale qui s'applique. Donc finalement, dialogue, c'est le chaînon manquant. On essaye de créer ce chaînon manquant, tant d'un point de vue technique, fonctionnel, euh, voilà, il y a de la technologie, mais aussi presque en termes de méthode, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on fait une réglementation par le haut en disant, voilà, c'est la norme CDS ou c'est la norme, alors, en l'occurrence c'est Datex 2 hein, pour les spécialistes chez nous, il y a quand même une norme européenne. Donc il y a des standards de données qui vont faire rien ne fonctionne s'il n'y a pas de standard de données, mais il y a plus globalement en fait des normes d'échange pour que justement à la fois de la production jusqu'à la réutilisation, en fait, bah, tout ça, ces tuyaux-là fonctionnent. Et donc en s'intéressant à ce sujet-là, on commence à creuser, bah, on s'est aperçu qu'on en est très 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 loin. Pardon, donc je ne vais pas partir tout de suite, mais on en est loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui connaissent l'Open Data Transport, l'Open Data Transport, ça fait fin des années 2000 pour la France, hein, début des années 2010, on commence à avoir le point d'accès national, donc transport.data. Et on a aujourd'hui en fait une mise à disposition de données statiques et de plus en plus de données dynamiques, donc les horaires en fait des bus et les retards des bus éventuellement. On commence à avoir ces données-là qui sont accessibles maintenant, on va dire de façon généralisée. Alors on va les retrouver sur Google Maps, mais pas que. Donc on peut accéder à ces données-là. Le boulot est fait, il est fait au niveau des villes, et puis vous avez Transport Data qui va les rassembler. Pour faire une métaphore, une comparaison sur les données de circulation et les données de stationnement, donc les arrêtés, la fameuse réglementation routière dont on parle là, que ce soit du stationnement, de livraison, de la circulation, c'est le même arrêté. Techniquement, c'est la même chose. Et ben, c'est à peu près l'équivalent d'avoir des fiches horaires en papier. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on va vouloir partager avec la start-up du coin ou avec Google ou avec Amazon ou avec UPS des données de 36 000 communes. Il faut imaginer que sur une ville comme Lyon, une métropole comme Lyon, il y a 9 000 ouvertures et fermetures de travaux par an. 9 000, donc ça fait 9 000 arrêtés, hein. Et que ça, on va le partager avec du papier. C'est-à-dire on a à peu près l'équivalent du papier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le détail de comment fonctionne une réunion sur des travaux, par exemple, vous allez avoir des gens très compétents qui sont là. Alors c'est assez drôle parce que nous, on y allait et ils utilisent Google Street View pour se parler à distance, normal. Alors maintenant, il y a Panoramax, hein, IGN est en train de faire un super boulot justement d'indexation d'espace public. Et donc, il y a Panoramax, donc utilisez Panoramax. Et donc, Panoramax, vous allez utiliser Panoramax, et donc ils vont se mettre d'accord et vont dire, bah, en fait, mes travaux, l'entreprise veut les commencer là. Il y a la personne des bus qui dit, bah non, en fait, ce serait mieux si tu mettais un petit peu à côté. Et puis, à la fin, il y a un arrêté qui va dire, bah, en fait, on va fermer ce côté-là de la rue, on va fermer ce stationnement, on va ouvrir là, on va mettre une déviation par là. Donc, c'est papier-crayon, c'est des humains qui travaillent. Il n'y a pas du tout de numérique, à part le Google Street View. Et puis ensuite, ben, le produit de sortie de ça, et c'est de ça dont on parle, le produit de sortie, c'est un panneau. Donc on fait un panneau, et le panneau, il est diffusé dans la ville, et on va mettre des panneaux. Éventuellement, on va faire un site internet. Alors c'est le cas à Rennes, là où je vis. Moi, je suis à Rennes ici. On va avoir un site internet qui va dire attention, sur cette section de rue, il y a des travaux où il y a définitivement un passage à 20 km/h où elle passe en sens unique, etc. Donc on va l'informer. Mais rien n'a été prévu pour l'exporter. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire rien dans la réglementation, rien dans les manières de faire, rien dans les décisions qui sont prises ne sont prévues pour l'exporter, on va dire, au-delà d'un cercle d'habitués. Et donc, on arrive, là je prends un peu de hauteur, on arrive sur un sujet en fait qui est fondamental dans la ville, c'est-à-dire autant vous avez des applications mobiles, du web, des données, des bases de données qui sont conçues normalement dans une certaine mesure pour être échangées, pour être partagées, pour être réutilisées, pour être hackées, pour être documentées, etc. Autant bah, dans la ville, on a des choses qui sont conçues pour être affichées sur un panneau, l'arrêter, et à côté créer un autre panneau qui est un panneau de signalisation provisoire ou définitif
Et la police est informée, la police elle est à côté du panneau pour vérifier si le camion il est passé ou pas et pour mettre un PV. Donc, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois que c'est vraiment extrêmement important d'avoir conscience de ça. C'est-à-dire, on est contre un, on remonte complètement la machine, on arrête la machine, on lui dit OK, on va essayer de la mettre dans le bon sens, on va essayer de partir donc de ce papier crayon de réunion et de ces arrêtés qui sont conçus pour faire des panneaux jaunes ou des panneaux blancs, pour transformer ça finalement en une donnée et une donnée qui est ensuite réutilisable. Et si on ne fait pas ça, que ce soit pour le stationnement, pour la livraison, pour ce que vous voulez, euh, on ne peut pas indexer, donc on ne peut pas exporter la donnée, donc on ne peut pas la réutiliser. Ça, c'est vraiment important de la comprendre. Et donc, nous, à travers Dialogue, ben, on est en train de faire poser toutes les briques les unes après les autres, en se disant, en essayant, de le faire de manière ouverte. Ça, c'est la philosophie des startups d'État, c'est-à-dire tout est documenté, tout est accessible. Vous pouvez aller sur Dialogue, vous pouvez déjà aller voir le code de ce qu'on a fait. Et puis deux, de le faire de manière concertée, parce que ça a beau être l'État, c'est quand même les collectivités locales qui ont le pouvoir de police et c'est elles qui décident. C'est concrètement, il y a une personne, un humain, qui est derrière un ordinateur et on va éviter, là c'est du design, hein, on va éviter de lui pourrir la vie avec des choses trop compliquées. On va lui éviter de faire de la double saisie, hein, parce qu'on parle de ça, hein. On a des gens qui font de la saisie d'un arrêté et nous on lui demande de faire une deuxième saisie, donc c'est compliqué. Et ça, il faut le faire à l'échelle de 36 000 communes. Alors, un peu moins parce que certaines ont délégué le pouvoir de police. Et là, on ne suis que sur la France. Donc, c'est ça, Dialogue. C'est ça notre travail. Alors, on a un peu de super pouvoir. C'est que, par exemple, il y a les Jeux Olympiques, donc il y a 192 communes. Et là, pour les Jeux Olympiques, il va y avoir un certain nombre d'arrêtés, Jeux Olympiques de Paris, pardon. Bon, il y a un certain nombre d'arrêtés qui vont être passés. On va leur demander de les saisir sur Dialogue. On est en train aussi d'essayer de connecter un certain nombre de tuyaux de solutions qu'ils ont déjà, parce que c'est ça, en fait, la vraie vie, hein. On part de ce que les gens ont, ce qu'ils utilisent, hein, parce que sinon, c'est des projets de transformation interne. Et donc, on a une stratégie de déploiement aussi, et on compte sur vous. Je ne sais pas s'il y a des villes qui nous écoutent, mais on compte sur vous aussi pour nous aider. On est encore un peu en phase de conception, mais le produit commence à bien fonctionnel et on va être passé en phase de déploiement, c'est-à-dire on va devoir se déployer pour offrir cet outil à ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils de saisie, mais aussi pour la plupart qui ont déjà des outils de saisie d'arrêté, ben, se connecter en fait avec eux et ensuite qu'ils puissent profiter eux-mêmes finalement de l'indexation et de toutes les capacités fonctionnelles, de tout ce qu'on peut inventer une fois qu'on aura tous les arrêtés qui seront saisis, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu là, tout ce qui est, toutes ces visualisations, tout ce que raconte Isabelle dans son livre, finalement, ce sera beaucoup plus simple quand on aura la capacité en fait d'indexer ces données et donc d'imaginer des visualisations, imaginer des simulations, des modélisations, tout un tas d'usages. J'ai encore 2 minutes ou pas? Je ne sais pas où. Oui, vas-y, je te laisse la parole, Ouais. vas-y. Et donc, vous allez me dire, oui, mais Google, Google, Ear, Mappy, TomTom, etc. Donc, eux, c'est. Alors, j'aurais dû le savoir parce que c'est quand même un peu mon boulot, mais on a redécouvert que finalement, eux, non, ils ont une base de données, sans doute. On ne l'a pas vu, évidemment. Mais eux, ils ne travaillent pas du tout en compilant des bases de données et encore moins en allant récupérer de la donnée de manière massive et généralisée et indexée auprès des collectivités. Ils ont la voiture avec la caméra au-dessus et puis ils passent dans les rues. Donc finalement, leur base de données, ce sont des images. Et, et leur manière de traiter ces données, en gros, alors on essaie de la découvrir parce qu'on n'a pas, on ne sait pas rétro-ingénierer ça. On leur a demandé, ils ont gentiment collaboré, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais elle est bien donc de constituer et ensuite surtout d'actualiser ces bases de données avec des images. Je dis toujours aux copains, si vous voulez que votre rue passe à 20 km/h, mettez un panneau 20 km/h quand la voiture est là, parce que c'est ça qui va faire foi. Vous embêtez pas avec des arrêtés, avec des pétitions et tout ça, vous mettez un panneau 20. Et si vous avez de la chance, en fonction des règles internes, j'imagine, de chaque GPS, eh ben, ils vont considérer que c'est à 20 km/h. Donc nous, l'objectif, c'est pas de leur demander d'afficher un arrêté quand vous conduisez sur votre téléphone. Il est que de leur faciliter la vie eux aussi au GPS, c'est-à-dire de leur fournir un flux de données, à la fois un stock et un flux. Donc de créer vraiment ces connexions de manière à ce que quand il y a un changement, alors surtout du temporaire, parce que normalement ils sont assez bons sur le définitif, hein, mais surtout un changement temporaire, surtout un changement prévu, une course cycliste, des Jeux Olympiques, une cérémonie d'ouverture, une manifestation au hasard, il y a beaucoup de manifestations dans certaines villes, et bien, qui soient informés à l'avance de façon à ce qu'ils puissent intégrer ça dans leur base de données, donc intégrer ça dans leur calculateur d'itinéraire
et finalement que vous n'entendiez plus jamais parler des travaux, que vous n'entendiez plus jamais parler des problèmes, et que peut-être, c'est ce qu'on avait imaginé avec l'agence de mobilité durable de Montréal, bah, qu'ils puissent vous guider finalement, comme ils savent très bien faire, au bon endroit. C'est-à-dire que vous ne passiez pas votre temps à savoir si c'est interdit ou pas, mais qu'ils vous emmènent directement finalement au bon endroit, que ce soit le bon itinéraire, que ce soit le bon lieu de stationnement. Alors la disponibilité, c'est encore un autre sujet, mais au moins l'endroit où vous avez le droit de vous stationner, l'endroit où c'est peut-être selon vos critères le plus intéressant de stationner. Et puis demain, ben, voilà, pouvoir intégrer encore plus de critères à partir de GPS sur, je ne sais pas, la motorisation de votre véhicule, est-ce que vous êtes plusieurs dans le véhicule, enfin tout ça en fait repose finalement sur ces tout petits piliers qui sont la capacité à faire que l'agent municipal ou l'agente municipale dans sa mairie, eh ben, quand elle saisit en fait sur le bon outil qui est compatible avec les bonnes bases, le bon format de données et qui met ça quelque part dans les bons tuyaux, pardon pour la métaphore. Moi, j'ai terminé. Merci Stéphane. Je conseille à tout le monde de suivre la page LinkedIn de Dialogue parce qu'il y a vraiment des contenus très très intéressants. Nous, on est presque jaloux à la Fabrique des Mobilités de la qualité de ce que vous produisez. C'est Vous allez vraiment m'embaucher. quelque chose qui... Avec plaisir. Siro. Et donc, non, non, c'est vraiment top. D'ailleurs, nous, on a beaucoup été inspirés par ce que fait Dialogue, aussi sur l'objet. D'ailleurs, on fait notre petite pub à nous. Donc, nous, on a un centre on travaille sur un centre de documentation des communs sur lequel on a donc documenté le commun dialogue parce que c'est un commun dans le sens de la manière dont il a été construit et conçu, mais aujourd'hui, il a encore besoin de construire sa communauté. Et donc, plus il y aura d'acteurs qui s'empareront de ce commun, plus il sera utile parce que il a besoin d'une masse critique pour être le plus efficace possible. Je vais partager le travail qu'a pu faire Alex, donc mon collègue, sur la documentation de dialogue du point de vue Julie, du commun. je réponds juste à Antoine Mm, là, sur le chat. Donc, est-il mm. uniquement spécialisé sur les poids lourds? Donc, la réponse est oui officiellement, c'est-à-dire l'origine de dialogue, c'est pour ça qu'il y a le log de logistique. Il est donc dans l'article 122 de la loi climat résilience, etc., qui impose, hein, c'est le seul endroit où on impose en fait aux GPS spécialisés poids lourds, donc aux outils de navigation spécialisés poids lourds, d'intégrer les données si elles sont disponibles sur le point d'accès national. Vous voyez, on est vraiment sur nos deux bouts qu'on doit relier. Mais comme je le disais, pour faire ça, de toute manière, en fait, on est obligé en tout cas sur la partie offre, hein, c'est-à-dire sur la partie documentation de la base de données de réglementation. Si on fait la réglementation pour les poids lourds, on fait la réglementation pour tout le monde. Et ensuite, si on fait l'export, si on veut la rendre distribuable, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, qu'elle puisse être distribuée au plus grand nombre, bah, si elle l'est pour les GPS poids lourds, il faut qu'elle le soit pour tout le monde. En tout cas, nous, on travaille actuellement donc, avec les quatre grandes moteurs de GPS, hein, voilà, on a déjà des soucis je dis toujours Playmobil et Lego, hein, il y en a qui sont en Playmobil, d'autres qui sont en Lego, donc on essaie de jouer avec les deux. Ils n'ont pas les mêmes formats, mais quand même, on a une vraie appétence. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils se sont développés sans les villes et honnêtement, on les comprend. On les comprend, c'est-à-dire ils ont dit, bah, on va faire notre propre base de données avec nos voitures, on va faire notre propre base de données avec nos observations, en la triangulant avec la circulation des voitures elles-mêmes, hein. Je ne vous fais pas un dessin sur le fonctionnement de Waze notamment, avec l'utilisation en fait de l'utilisateur lui-même qui devient un fournisseur de données. Mais là, avec la complexification des réglementations, notamment les ZFE, avec la massification, c'est-à-dire quand vous avez Lyon ou Paris qui passent en zone 30 du jour au lendemain, bah là, la voiture, on n'a plus le temps de la faire passer dans toutes les rues. Et j'ai envie de dire, même eux, même la notion de commune, ils ne connaissaient pas forcément, en fait. C'est-à-dire les limites communales, de savoir que d'un côté, on est à Courbevoie et de l'autre côté, on est à Paris. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et là, bah, on revient finalement là où on aurait peut-être dû commencer d'un point de vue purement ingénierie rationnelle, c'est-à-dire bah, on va partir de la commune qui va pousser de l'information. Mais si vous connaissez un peu le domaine, le chantier il est absolument vertigineux, hein. J'ai parlé de 9000 arrêtés pour Lyon, rien que pour les travaux. Vous imaginez le stock d'arrêtés qu'il y a, c'est-à-dire encore une fois, tout ce qu'il y a autour de vous, il y a eu un arrêté qui a été passé à un moment donné.
pour le réglementer. Vous imaginez le stock que ça représente. Alors, est-ce qu'on saisit le stock? Est-ce qu'on saisit que les nouveaux? Voilà. C'est pas gagné. Je dis pas du tout qu'on va y arriver, hein, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille. Et si on arrive à le faire, et j'espère qu'on va arriver à le faire, bah derrière, en fait, tous les usages qui sont décrits là sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faits, hein. Je ne crois pas tellement au mythe de la Smart City, c'est-à-dire si on connecte tout, il va se passer des choses. Mais en tout cas, nous, on le fait vraiment dans l'idée qu'il puisse se passer des choses, c'est-à-dire on pense usage, on pense réutilisation dès le début, donc avec des formats ouverts, avec des formats qui sont le plus largement utilisés. Et on travaille déjà avec les réutilisateurs dès le jour zéro pour surtout pas se retrouver à faire une méga base de données qui sera jamais à jour, hein. Donc l'idée, c'est ça, c'est de commencer petit et petit à petit grossir pour ensuite espérer emporter le mouvement, passer la masse critique et que peut-être dans quelques années, en fait, ça devienne un réflexe, comme aujourd'hui l'open data de transport voyageur est peut-être plus un réflexe qu'avant et les tuyaux sont connectés. Bah, de manière générale, c'est un peu ce qu'on rencontre dans la mobilité, c'est un peu cette rencontre entre le monde physique et le monde numérique, qui est, des services de voirie qui ont une d'habitude de travailler, comme tu dis, sur des feuilles de papier. C'est des arrêtés écrits à la main qui sont très descriptifs, mais qui ne sont pas forcément utilisables enfin, je crois, donc tu me donnais l'explication, c'est de ce morceau, de cette boutique, enfin, de ce coin de rue-là, ce coin de rue-là, c'est pas forcément hyper clair et réutilisable de manière globale. De la même manière, je crois, le monde ferroviaire aussi a ce problème-là où il travaille sur si tu as de la chance, tu as un PDF, et sinon, c'est des systèmes, c'est des feuilles de route écrites sur des A4, quoi. Donc, il y a un peu, ouais, en fait, c'est dans une ville qui est de plus en plus contrainte, où il y a des usages qui rentrent en conflit. On a besoin en fait de mieux réguler en fait tout ça. Donc ça passe par la question de la circulation. On voit bien qu'elle est elle-même de plus en plus contrainte. Les ZFE sont pas encore tout à fait en vigueur, mais au moment où aujourd'hui, elles sont pas totalement appliquées. C'est-à-dire que j'étais à Lyon hier et ils disent, bah oui, techniquement, il y a une ZFE, mais officiellement, en fait, il y a pas de contrôle. Donc, pour l'instant, pas de contrôle, chacun fait ça. Mais au moment où ils vont devoir mettre en place des contrôles, on a besoin de communiquer cette information aux usagers, qu'ils soient professionnels ou des citoyens lambda. Et, euh, et effectivement, il faut adapter en fait la donnée et la rendre utilisable et interopérable entre les différentes plateformes. Julien, tu voulais prendre la parole? Oui, par rapport à ce que tu dis, pour agir sur ce que disait Stéphane, la volonté d'indexer et de numériser, elle est vachement importante. Et ce qui est assez rigolo quand tu regardes les États-Unis, c'est que eux, ils ont la folie du panneau. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 4 mètres, tu as un panneau sur le trottoir, ce qui est complètement taré, hein, parce que tu te dis, mais. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, ils ont numérisé leurs panneaux. Mhm. Et en fait, ils ont une équipe, à Seattle par exemple, ils ont une équipe sur le curb, ils sont quand même 28, dont 4 qui sont là sur cette logique de numérisation. Et ce que disait Stéphane à l'instant est vachement juste sur l'actualisation, c'est parce que ça sert à rien de faire une base de données si t'es pas capable effectivement de l'actualiser. Et en gros, ils sont capables de se dire, si on change quelque chose sur le papier, donc qui est plus le papier, qui est sur le numérique, il faut que le panneau, qui est le lien physique avec ce qu'on a fait, soit changé dans la journée ou même dans l'heure. Et ils ont cette logique-là qui est, alors là, on écarte le papier du coup du jeu parce qu'ils ont tout numérisé, mais eux, leur papier presque, c'est le panneau. Et c'est assez marrant parce que paradoxalement, ils ont quelque chose de très numérique, mais en même temps, la logique physique, c'est qu'ils ont déployé mais un nombre de panneaux. Et des fois, il y a même des mâts sur le même mât, tellement ils voulaient mettre un nombre de panneaux important au même endroit, il y a 8 panneaux parce qu'il y en a un pour la logistique, un pour le parking, un pour le pay by phone. Donc c'est assez marrant. Et du coup, cette logique, et ce dont parle Stéphane là, sur les 9000 arrêtés à numériser, c'est vachement important. Et autre truc que je retiens dans la méthode, partir du petit pour faire la politique des petits pas, moi j'y crois vachement. Et encore une fois, les États-Unis, c'est jamais un super exemple sur la mobilité, mais pour le coup, il y a quand même des villes qui ont travaillé comme ça et qui ont été vachement humbles dans l'approche. Seattle en fait partie. Alors, c'est une ville ouest américaine, donc bon, ils ont presque un mindset qui est un peu européen par certains aspects, vraiment. Mais c'est vachement intéressant. Enfin, je trouve que c'est assez passionnant du coup de faire ce comparatif. Mais il y a un taf effectivement qui est énorme, mais c'est hyper intéressant. Je vois une question sur les
les zones rurales, hein, je pense que c'est ça la question. Je ne sais pas si c'est NK, mais en dehors des villes qui sont équipées de ces trottoirs à place de stationnement, certaines villes, certains quartiers en sont dépourvus. Alors ça, je fais de la pub, mais je fais une autre intervention avec Isabelle pour Futurible au mois de juin. Et on m'a demandé de parler de ce sujet-là justement parce que ben, il y a une extension du domaine de la numérisation puisqu'on voit que, alors je ne sais pas si vous habitez en campagne, mais ou si vous y allez régulièrement, mais maintenant il y a des petits panneaux partout. Là, il y a un marché du panneau. Là, en fait, c'est les marchands de pioches, hein, de tous ces sujets-là. Donc avant la numérisation dans les GPS et surtout dans les logiciels de livreurs, hein, parce que c'était ça le problème, et dans les logiciels de facturation de Orange et de SFR, parce que finalement le sujet c'est ça, c'est-à-dire pour mettre la fibre, pour faire le plan de déploiement, je ne sais plus le nom de ce plan de déploiement national dans les campagnes, on va dire que ça comme ça, bah, on a été obligé, ça fait partie des cheminements, on est exactement dans le sujet. Il y a une étape intermédiaire qui consistait à nommer tous les endroits et à poser des panneaux, alors vous avez des petits panneaux, et donc moi, dans le village que je connais bien, ils ont choisi, en fait, il n'y avait pas de nom, donc ils ont trouvé un nom, en fait, c'est assez marrant, il y a une notion d'adressage, et donc tout ça descend ensuite dans des bases de données. Alors, pas encore les bases de données dont on parle, pas encore la numérisation précise du point kilométrique, etc., et de savoir est-ce que c'est la BD Carto ou est-ce que c'est la BD Topo, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur de la topographie ou on est plutôt sur de l'adressage. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où vous voulez, c'est un peu comme la comptabilité, j'aurais réussi à parler de comptabilité une fois dans ma vie, c'est-à-dire vous avez tout, vous avez rien. Hein, c'est-à-dire où tout est indexé, ou sinon rien n'est indexé parce qu'on va tomber à côté. Et encore une fois, il y a le sujet du GPS, donc on va dire que le conducteur est très souple et il peut s'adapter et il peut arriver à comprendre quand on lui donne un mauvais itinéraire. Mais n'oubliez pas, il y a les assurances. C'est-à-dire, si vous avez un accident à cet endroit-là, il ne va pas regarder les panneaux, il ne va pas regarder vos petites croix, il va appeler, s'il a un doute, il va appeler la mairie ou il va envoyer un email à la mairie. Donc ça fait partie des services voilà, dans la version 12 de dialogue qu'on espère automatiser aussi, il y a la possibilité de connaître en fait en temps réel la réglementation qui s'applique parce que voilà, elle est opposable à des tiers, elle est opposable en justice, on va pouvoir l'attaquer, etc. Super. Donc, on a aussi d'autres nouvelles questions qui sont plus liées à la question de l'accessibilité. Donc, c'est Jérôme Zucchi, il me semble, qui a posé la... C'est-à-dire que où on en est, parce là, on a parlé pas mal de stationnement, on va revenir un petit peu sur le trottoir, en tout cas, les liens. Donc, il y a des travaux qui sont faits. Alors, je ne suis pas tout à fait à jour sur où ça en est. Il y a des outils d'accessibilité, hein, il y a notamment Dimap qui travaille là-dessus. Mais c'est comment on arrive aussi à mixer potentiellement ces données d'accessibilité avec des données sur le stationnement où en fait qui sont pas tout à fait stockées au même endroit. Enfin, en tout cas, elles sont pas gérées de la même manière. Et donc, je sais pas si quelqu'un pouvait intervenir sur ce sujet pour répondre à Jérôme. Isabelle, peut-être, non? Non, alors moi, j'ai pas forcément la question précise par rapport à ça, mais alors du coup, je profite peut-être d'avoir la parole peut-être pour dire deux choses. D'abord, je pense que ce qu'on est en train d'évoquer, ça renvoie à un sujet absolument majeur, qui est la question de la cartographie. Enfin, c'est une autre manière de le dire parce que on voit bien que de plus en plus, l'accès à l'espace public passe par l'accès à l'information sur l'espace public. Et cette information sur l'espace public, cette couche informationnelle, elle est aujourd'hui opérée par des opérateurs qui bien souvent ne sont pas les collectivités locales. Et je dirais, me semble-t-il, avec peut-être même une absence de prise de conscience des enjeux que ça représente. Voilà. Donc j'ai l'impression que ce dont on parle là en ce moment depuis quelques dizaines de minutes, hein, c'est vraiment autour de cette couche cartographique. Je dis ça parce que la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ces travaux sur le curb management, qui encore une fois ont vraiment fait florès outre-Atlantique en 2018, 2019, 2020, 2021, on est en 2024 en France, pourquoi est-ce qu'ils ne percolent pas tant que ça? Alors, une première explication, c'était que la physionomie des rues nord-américaines n'est pas la même que celle des rues françaises, par exemple, avec sans doute des configurations peut-être beaucoup plus multiples des rues françaises. Donc ça, ce serait peut-être une première explication. Mais je pense que la deuxième explication, elle est liée à la question du numérique, en fait. Et le fait que c'est vu comme un sujet souvent un peu un peu technologique. On voit bien, on est obligé de rentrer, là, quand on parle des standards de données, on est obligé de rentrer dans des choses assez fines, en fait. Et je pense qu'il y a un coup d'entrée dans ces sujets, mais qui doit être absolument levé. Et je voudrais, alors je pense que les gens qui sont là autour de la salle
sont peut-être conscients de ces enjeux, mais je pense que un enjeu absolument majeur, et c'est pour ça que moi je suis vraiment ravie que la Fabrique des mobilités se saisisse de ce sujet, c'est que il faut, je pense déjà qu'il y ait une prise de conscience que ces questions dont on parle ne sont pas des questions techniques, mais vraiment des questions à la fois du rapport justement à la réalité matérielle de la rue, aux enjeux matériels de la mobilité et du vivre en ville, et puis que ce sont des enjeux encore une fois très politiques. Vas-y, Julien. Ouais, juste pour rajouter un truc, là, je dois partir alors chez les copains de l'ADEME, donc tout va bien, c'est pas très loin. Par rapport à ce que dit Isabelle, on en avait parlé tous les deux d'ailleurs, même sur comment on titre les choses et l'aspect du vocable par rapport au curb, etc. Et en fait, on revient là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord. Sur la partie, les villes américaines sont différentes, etc. Oui, en partie, mais si par exemple on prend certaines rues de Barcelone et qu'on les compare à Seattle, il y a c'est des villes de 25, c'est des rues de 25 ou 50 mètres qui sont à l'amérique. Bon, ça peut se discuter. Moi, je pense que par contre, oui, tu as tout à fait raison. Il y a un sujet il y a un levier, il y a un sujet pédagogique. Et j'ai l'impression qu'il faut expliquer que oui, c'est pas un sujet qui est technique. La réalité, c'est que technologiquement et techniquement, on a tout ce qu'il faut pour faire. Donc, en fait, il faut juste l'expliquer, mais mettons de côté ce sujet-là. Et par contre, c'est à quoi ça sert et comment on s'en saisit. Il commence à y avoir des petits trucs qui sont poussés par EIT, par des financements européens, etc. Mais c'est vraiment le début. Moi, je pense qu'il y a aussi une vigilance à avoir, c'est que l'intérêt de la démarche du curbside management à l'américaine, encore une fois, l'idée, c'est pas de les copier, hein, c'est qu'elle est un peu multithématique, ce qui est un bon point. Et à l'inverse, la manière dont on est en train de le faire sur quelques expérimentations en France, elle est monothématique. Alors qu'en fait, c'est un peu le piège, c'est que si on recommence à faire du monothématique, et je fais le lien avec la question de l'accessibilité du piéton qu'on vient d'évoquer il y a 2 secondes, ben ça va pas marcher. Donc là, l'idée, c'est de se dire, les standards existent. En fait, quand on travaillait sur le transport public, il y avait des époques où on n'avait pas de standards, on n'avait rien pour faire. Là, les standards existent, les outils sont là, la technologie est mature, il y a plein de choses qui ont été faites. Tu l'as dit à juste titre, ça fait 5 ans que les mecs sont là-dessus. Il y a des boîtes françaises qui sont là-dessus, il y a des boîtes européennes, au-delà des boîtes américaines. Donc, mettons de côté, ce frein-là n'existe pas, il faut juste bien l'expliquer. Et par contre, allons sur les vrais sujets et ayons une approche globale. Et je pense que là-dessus, il y a un gros sujet de pédagogie. Je pense que ton livre y contribue. Ce que fait la femme mom y contribue aussi. Il faut réussir à avancer là-dessus parce que c'est quand même un sujet qui est vachement important et on va avoir besoin de ces réflexions-là. Ça, c'est sûr, on va en avoir besoin. La question, c'est à partir de quand on s'en saisit vraiment. Mais je rejoins tout à fait ton point de vue là-dessus. C'est essentiel. Bah, pour rebondir de notre côté, donc comme je le disais, on a séparé là les deux parce qu'il a fallu qu'on commence. Donc on a fait ce mardi un autre webinaire sur la marche, donc qui rejoint les problématiques d'accessibilité. D'ailleurs, il y avait Bertrand Gervais de Somewhere qui travaille beaucoup sur ces sujets de l'accessibilité. Euh, Là, on l'a séparé parce qu'il fallait quand même qu'on ait un axe de réflexion sur ce webinaire. Mais de ce que nous, on commande, la manière on avance avec notre collègue Marguerite, qui travaille sur le sujet de la marche en ce moment, c'est on est en train de voir que, en fait, on ne peut pas les traiter séparément. On est obligé, et donc c'est une problématique de, de l'accessibilité de manière générale, de l'accessibilité universelle qu'on peut faire, et des espaces publics de manière générale. C'est-à-dire que comment on traite ces sujets-là du point de vue du numérique, hein, c'est un peu notre angle à la fabrique des mobilités, mais on ne pourra pas avoir des œillères et ne pas voir ce qui se passe à côté. On ne peut pas traiter la problématique du stationnement sans parler du trottoir à côté. On ne peut pas parler de la problématique de l'accessibilité sans parler des questions de la voirie, parce qu'il y a la question des traversées piétonnes, il y a plein de sujets comme ça. Et on ne peut pas parler totalement des itinéraires sans intégrer tous ces sujets-là. Donc, on essaie on les a pas compartimentés, mais on les a juste un peu séparés dernièrement pour essayer, de les comprendre. Mais effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, dont vous, qui s'intéressaient en parallèle à ces sujets et qu'on voit bien que c'est pas, ils sont, enfin, en tout cas, ils sont pas, ils sont perméables.
Et on va voir dans les mois à venir de la manière dont on peut traiter ça sans que ce soit confusant aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'acteurs différents, hein, même dans les collectivités, c'est des acteurs différents qui s'occupent de la voirie, c'est des personnes qui s'occupent des accessibilités, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes outils. Quand tu parlais de cartographie, la cartographie et la voirie, ils ne se parlent pas beaucoup. Donc on a besoin en fait de remettre ces personnes autour de la table et on espère qu'on pourra le faire, en tout cas par nos travaux. Euh, si que- D'autres personnes Il à... n'y a plus qu'à, hein. Ce que tu as dit, Stéphane, j'ai pas entendu, Je excuse-moi. disais, il n'y a plus qu'à. En tout cas, nous de Oui, il y notre a côté, Lucas. on écoute les villes et donc s'il y a des villes parmi vous ou des acteurs qui travaillent avec les villes, si vous pouvez nous rejoindre, alors à travers la page dialogue, que ce soit sur LinkedIn ou mieux sur le site, hein, vous pouvez nous contacter. On essaye d'être très réactif. Profitez-en pendant qu'on est encore petit, on est très réactif, on répond rapidement. Et on répond à vos questions, évidemment, aux explications. Et puis, s'il y a moyen rapidement de se rencontrer pour justement regarder comment est-ce qu'on peut implémenter Dialogue dans vos propres services, eh ben, ce sera avec plaisir. Isabelle, Julien nous a quittés, donc je te laisse peut-être un petit mot de conclusion et je donnerai la parole à Johanna après. Non, peut-être redire alors peut-être deux choses. D'abord, dire que justement l'approche économique que je porte, elle rejoint l'approche urbaine. En fait, l'urbanisme, c'est l'art du partage des espaces. L'économie, c'est l'art du partage des raretés. Et donc, si on considère que le trottoir et la bande de stationnement deviennent une nouvelle rareté, la question de son partage se pose. Et à nouveau, la question du partage, c'est aussi une question politique. Et vraiment, j'insiste, je crois, hein, parce que, je voudrais le redire, mais je crois vraiment que ces sujets, ils sont absolument majeurs pour le vivre en ville. Et encore une fois, on les aborde ici sous l'angle de la mobilité, mais c'est bien tout autant la question de la ville, la ville habitée, la ville de la proximité, la qualité de vie en ville qui se joue, en fait. Et encore une fois, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est percuté par ces nouveaux enjeux de réchauffement des villes, d'adaptation, de transition écologique. Donc, les enjeux, ils sont majeurs et ça va très, très vite, en fait. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions assez tôt et dès maintenant. Et Johanna, si tu peux nous dire un petit peu vers quoi vous allez à la Fabrique des Mobilité Québec et si c'est toujours des sujets que vous portez après cet accompagnement euh, de la ville de Montréal. Ouais, mais ce que je trouve intéressant dans la discussion, donc effectivement, nous, c'est un accompagnement assez ponctuel, mais la conversation qui continue, c'est celle qui a été évoquée sur la question de comment, de cet espace physique qu'on numérise et pourquoi on le numérise et quel est l'usage derrière qu'on va en faire, qui nous permet d'ouvrir la discussion à travers tous ces acteurs à Montréal, donc de l'arrondissement qui va produire son panneau, faire sa fiche de commande, jusqu'à le service qui va ouvrir ces données au sein de la municipalité, jusqu'à l'agence de transport qui va avoir besoin de cette donnée pour s'adapter à sa réglementation, l'intégrer à un planificateur, etc. Et donc, je trouve que c'est une super excuse, ce sujet de la bordure de rue, pour redécider collectivement de où on part, mais qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, on n'est pas dans l'attente elle va être numérisée, cette bordure de rue, un peu partout dans le monde. Puis on l'a dit, il y a des enjeux de la mettre à jour, etc. Mais c'est de comment on se parcourt, nous on appelle ça le parcours de la donnée, de où il part et où il va et pourquoi. Et puis quelle nouvelle boucle il ouvre entre les acteurs. Puis ça, c'est vraiment cet aspect-là qu'on travaille, nous, à Montréal et que nous permet ce sujet-là de travailler. Voilà, c'est ça. Mm. Je vais conclure en disant que oui, effectivement, donc le trottoir, c'est un espace de rencontre. Il passe à un état entre. Donc, c'était un espace de rencontre entre les piétons, tous les acteurs de la ville. C'est un espace rare, comme tu l'as expliqué, Isabelle. Comme tout objet rare, il faut en prendre soin. Et en plus, comme un super outil pour effectivement redessiner la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été un peu chaotique, cet usage du trottoir, notamment dans des villes européennes où les trottoirs sont parfois très étroits, parce que c'est des anciennes villes, et on peut plus trop faire n'importe quoi aujourd'hui. Et on espère que
on fait pas du numérique pour faire du numérique, on fait du numérique comme un outil pour nous aider à le faire. Si on n'a pas besoin, on le fera pas. Mais là, dans nos premières discussions avec les collectivités, on voit bien que on ressent ce besoin parce que eux-mêmes sont un peu perdus sur leur manière de gouverner ce petit morceau de trottoir. Ils sont assaillis de toutes parts par des acteurs économiques qui leur demandent plus d'espace, qui ne comprennent pas qu'on leur retire de l'espace pour pouvoir faire des usages qui sont plus communs. C'est-à-dire, à la Fabrique des Mobilités, on a notre directeur, il est aussi élu à la voirie dans Paris, et il dit quand on doit faire des travaux d'amélioration de la voirie, ils ne comprennent pas qu'on leur retire temporairement cet espace alors qu'en fait, on leur a et qu'ils doivent payer pour enlever tout ce qu'ils ont mis dessus. Mais en fait, il leur a jamais appartenu. C'est un commun dans la ville. Et aujourd'hui, il faut essayer de penser plus bah, pour le bien commun. Euh, J'espère qu'on y arrivera. Bah, il est 29, je pense qu'on peut libérer tout le monde. Bah, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris le temps. Euh, J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres moments de rencontre, hein. Ce ne sera pas forcément sous la forme d'un webinaire. Là, on était plutôt sur de l'introductif. On espère lancer des travaux un peu plus en profondeur dans les mois à venir sur ces thématiques qui rejoint aussi donc ceux de la marche. Et on vous tiendra au courant. Vous pouvez suivre tout ce qu'on fait sur notre page LinkedIn, qui est pas aussi fournie que celle de Dialogue, mais qui est, où on partage beaucoup de choses. Et on a aussi notre newsletter. Et bien sûr, donc sur la Fabrique est un wiki dans lequel nous, on essaie de documenter le plus possible les communs, donc dont Dialogue. Il y a des petites choses qui vont apparaître dans les mois à venir sur d'autres communs. On a ce centre de documentation. Je ne sais pas si Alex peut remettre le lien de ce qu'on a pu faire. Et je crois que le prochain, on partage. Alors, attendez, alors on n'est pas sur de la. On n'est pas sur du trottoir, on est sur plutôt vraiment du numérique pur. On fait un truc sur OpenTrip Planner. Mais par exemple, le mois d'avant, on avait Vichilo, qui est aussi un commun qui permet d'aider à manager la ville. Donc, ça fait partie des choses qu'on fait. Bah, merci à tous. Et puis, bah, on vous enverra un petit mail de récapitulatif pour remettre tous les liens qui ont pu partager et toutes les ressources qui existent déjà. Il a été enregistré. Donc, pour vos collègues qui n'ont pas pu participer, bien sûr, vous pourrez revoir sur la page YouTube de la Femme Mob tout ce qu'on a pu échanger. Bonne journée à tous.